Bien, la transition guinéenne se poursuit, Kahin Kaha. Le dialogue politique peine à faire l'unanimité, pas moins que l'implémentation des 45 recommandations issues des assises nationales. Il en va de même du débat sur la Constitution, d'ores et déjà, on parle de ce débat, rejeté par les acteurs politiques de l'ANAD. Que deviennent les conclusions, les recommandations, ces 45 des assises nationales? Pour y répondre, Bahouri, leader politique que vous connaissez si bien, nous fait l'honneur de sa présence. Monsieur Ba, bonjour. Est-ce que vous pouvez l'aider à activer son micro, s'il vous plaît? Bonjour, Président. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs et aux auditeurs de Adafo Média, les grandes gueules. On vous reçoit avec beaucoup de plaisir pour aborder avec vous la question des assises nationales et beaucoup d'autres sujets par ailleurs. Jacques, la première va à vous. Alors, nous sommes au stade du compte-rendu, si vous voulez, autour des recommandations des assises nationales. Peut-on dire aujourd'hui que c'est le moment enfin de faire entendre ce que vous avez eu comme réponse de la part des citoyens et que finalement, après ce compte-rendu, on pourra commencer la mise en œuvre? Bon, merci. Et je pense que c'est une grande opportunité de s'exprimer autour de ces assises et notamment des recommandations. J'avoue que c'est un honneur pour moi, ancien ministre de la Réconciliation nationale, de faire partie dans un premier temps du comité national des assises et maintenant dans le comité technique chargé de la mise en œuvre de ces assises. Parce qu'en fin de compte, ce que nous avions rêvé, ce que nous avions espéré depuis très longtemps est en train d'être concret. Par exemple, il y a des revendications de la plupart des organisations guinéennes qui se sont battues pour les leurs, pour des familles qui ont disparu, contre le passif historique qui a été plus ou moins mis de côté. La plupart de ces revendications ont été prises en compte dans ces recommandations. Donc, lorsqu'on veut aller vers la réconciliation, il ne faut pas fermer les yeux sur le passé, quelle que soit la manière dont ce passé peut être interprété par les uns, par les autres. C'est toute cette globalité qui compose notre identité, donc le voir avec responsabilité. Et de ce point de vue, il y a les questions concernant la vérité, il y a la question concernant la justice, il y a la vérité. Après la justice, il y a les réparations et dans ce paquet de recommandations, il y a un ensemble d'actions qui, pour certaines d'entre elles, sont en train d'être mises en œuvre avant de passer maintenant à la dynamique. J'ai sous mes yeux quelques recommandations comme ça. Les recommandations urgentes. Je voudrais que nous commencions par là. Vous dites assurer une prise en charge immédiate des malades victimes des violations des droits humains et leur apporter une aide psychologique et matérielle. Je prends la deuxième recommandation, régulariser la situation des personnes mises à la retraite par erreur, par la fonction publique et par l'armée. Monsieur Bahouri, est-ce qu'il y a un calendrier pour ça? Bon, d'ores et déjà, d'abord, pourquoi les recommandations urgentes? Au moment des assises, il y a eu des victimes, il y a eu des personnes qui se sont présentées, soit sous forme d'association ou à titre individuel, qui ont exprimé un certain nombre de problématiques. Et nous les avons catégorisées parce que ce sont des situations qui ne peuvent pas attendre. Attendre, ça risque de faire en sorte que ce qu'on aurait dû faire sera déjà complètement dépassé. D'où la nécessité de recommandations urgentes. Il y a des personnes qui se sont présentées avec des balles dans leur corps, qui sont malades, qui ont psychologiquement, qui sont dévastées. Donc, il fallait les mettre en avant pour qu'une action concrète soit faite. Et d'ores et déjà, je peux vous dire que des actions sont en train d'être faites pour 28 personnes qui ont été recensées au moment des assises pour que les autorités les prennent en charge. Des personnes qui sont déjà prises en charge. Qui vont être prises en charge. Okay. Quand? À l'instant même où on parle, les formalités ont déjà commencé. Les délégués qui sont partis sur le terrain ont recherché les personnes et nous sommes en train de collecter les informations
pour que cela soit reçu par le il y a donc ministère de la Santé. Il y a donc un comité de suivi qui vérifie tout cela sur le terrain, ou bien c'est au niveau de votre parti politique que vous essayez de faire? Non, les partis politiques n'ont rien à voir. D'accord. Les partis politiques n'ont rien à voir. Il y a un comité national des assises. Oui, c'est le comité national des assises. Aujourd'hui, le comité national des assises a fini son travail depuis pratiquement quelques mois. Les rapports ont été faits. Un comité de pilotage a été mis en place et c'est le Premier ministre qui est le responsable du comité de pilotage. Et à côté de ce comité de pilotage, il y a un comité technique qui est en train de travailler pour faciliter le travail de ce comité de pilotage. Et dans ce comité de pilotage, il y a un certain nombre de personnes ressources et certains responsables des administrations. J'ai l'honneur de faire partie de ce comité technique. Et de ce point de vue, nous préparons les éléments qui permettra au comité de pilotage de prendre les décisions. Et d'ores et déjà, je peux vous dire, par rapport aux recommandations urgentes, pour les personnes qui sont malades ou qui sont dans une situation traumatique avancée, qui ont été déjà recensées, parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Ce sont des personnes qui ont été déjà recensées parce qu'elles se sont présentées ou des membres de leur famille se sont présentés. Recensées par vous? Bien entendu. Oui. Au cours des assises. Et ça a été répertorié, c'est dans les rapports. Ce sont ceux-là, au nombre de 28 personnes qui ont été mis dans le pipeline comme étant urgent et il faut des mesures. Et le président de la transition et le Premier ministre ont déjà pris des mesures dans ce sens. Maintenant, c'est les modalités pratiques qui sont en train d'être déroulées. Par rapport à la question de ceux qui sont à la retraite, bon, il a été dit au retour de la campagne de vulgarisation, c'est-à-dire la semaine dernière, des travaux vont être engagés concrètement pour passer en revue la question des personnes qui ont été à tort mises à la retraite. Voilà, donc, il y avait aussi le cas effectivement, parce qu'il y a jusqu'à 7 recommandations vous avez appelé urgentes. Les recommandations urgentes qu'on veut évacuer, il y avait donc celle qui portait sur le remboursement notamment des avances à payer par les femmes et les jeunes dans le cadre du programme MUFA donc, et MC2 pour les cas justifiés. Est-ce qu'à ce niveau, il y a déjà un début de régularisation également? Le président de la transition a donné des instructions au gouverneur de la Banque centrale d'étudier cas par cas les dossiers et de prendre les dispositions pour la régularisation de cette situation. Alors, parfait. Il s'agit donc de ces 45 recommandations. Vous les avez appelées recommandations urgentes pour le début. Je pense plus à recommandations générales parce que les autres sont plutôt spécifiques. Vérité, justice, réparation. Mais on y va donc avec vous, Bahouri, qui est leader politique et qui est partie prenante justement à toutes ces actions-là. On continue cette interview avec vous, Daouda. Il y a un point qui particulièrement retient mon attention, c'est bien, je ne sais pas si c'est la réécriture ou l'écriture de l'histoire générale de la Guinée. Qu'est-ce que vous entendez par écriture de l'histoire générale de la Guinée? Bon, vous savez qu'à l'heure actuelle, on enseigne dans les écoles une histoire ou des histoires qui n'ont pas un label consensuel, historiquement et scientifiquement vérifié. Et donc, de ce point de vue, la construction de la nation nécessite une histoire générale de la Guinée où les pages sombres et les pages qui sont moins sombres puissent être prises en compte. Il ne s'agit pas de faire une vulgate ou une certaine forme de révisionnisme, de masquer les réalités pour enjoliver la position d'un dirigeant d'une période. Il s'agit de voir les choses scientifiquement et historiquement. Et de ce point de vue, la Guinée a besoin de ce travail mémoriel. Ce que vous dites est intéressant. Mais on y arrive comment? Parce que moi, j'y pense souvent. Et chaque fois que je pense à l'histoire de la Guinée, j'ai comme un sursaut de frayeur. Tellement, parfois, elle est tronquée. Parfois à dessein, elle est manipulée. Comment on arrive à une histoire vraie, débarrassée des a priori, des sensibilités et des expériences personnelles? Et dans un pays où, au cours des 40 dernières années, que ce soit en matière de littérature ou en matière d'histoire proprement dite, on a plus donné la parole à ceux qui étaient hier, donc avant justement cette période-là,
rejetés ou qui étaient en mal avec le régime Sékou Touré. Et après donc l'arrivée au pouvoir par les militaires, donc le CMRN, des personnes aussi comme Sidiki Kobele Keita, qui sont reconnues comme étant les historiens aussi de l'ère Sékou Touré, ont été aussi bannis. Oui. Comment parvenir aujourd'hui à un véritable discours scientifique qui puisse réconcilier ce qui est dans les manuels avec la réalité? Raison de plus, la recommandation demande la mise en place d'un comité scientifique international. D'accord. Des experts, des historiens. Il n'est pas dit que ce seront seulement des Guinéens, mais un comité réellement scientifique qui aura pour mission l'écriture de l'histoire générale de la Guinée. Ça, c'est le premier aspect. Mais ils ont besoin d'éléments. Et ces éléments se trouvent où? Il faut déclassifier les archives. Notamment en France. Les archives en France, les archives au Portugal, dans tous les pays du monde, avoir une action demandant à ces pays de nous permettre d'accéder aux archives qui concernent la Guinée sur une certaine période. Ça, c'est des liens de coopération qui peuvent le permettre. Et aussi en Guinée, il y a des archives qui existent. Il y a des archives qui ont été pratiquement, j'allais dire, que certains ont considéré comme étant leurs propres archives. Et tout cela doit être restitué au patrimoine national pour que les historiens, les chercheurs puissent y accéder et rechercher la vérité. Parce que c'est par ce biais-là, ce travail méthodique, que nous pourrons avoir une idée de la véritable histoire de la Guinée, y compris bien entendu l'écoute, les entretiens avec des hommes et des femmes qui ont vécu des faits historiques. Est-ce que c'est un travail de la transition? Vous savez, la transition, le mérite de la transition, c'est de faire et d'entamer un travail qui aurait dû être fait depuis très longtemps. Et donc, c'est un acte qu'il faut saluer. Et ce qui est là, ce n'est pas pour une année, 2 années, 3 années, 4 années. Non, c'est un long travail, oui. C'est le début d'un processus politique qui permettra à la Guinée, à terme, de se réconcilier avec son passé pour enfin être une nation capable de faire prévaloir une réelle identité politique. C'est un politique. travail de très longue haleine. Il suffit de regarder les travaux du professeur Joseph Kizerbo qui ont abouti à l'écriture de l'histoire contemporaine justement de l'Afrique, ou même les travaux dirigés par le professeur Eliki Mbokolo, histoire justement générale contemporaine de l'Afrique noire, pour se rendre compte que c'est un travail de fourmi mais aussi de très longue haleine. Mais mon inquiétude, c'est quoi? Comment amener les scientifiques à écrire une histoire que nous-mêmes d'abord, population, avons du mal à accepter, dans la mesure où on n'est pas d'accord. C'est nous, quand je dis nous, c'est pas ma génération, c'est plus vous. Les conditions de l'adhésion à l'histoire qui va être écrite. Comment arriver d'abord à l'écriture de cette histoire avant une commission de vérité et réconciliation qui pourrait amener les uns et les autres à reconnaître ce qui s'est passé et peut-être même à se demander pardon ou pourquoi pas justice avant de passer à l'écriture de cette histoire. Il y a plusieurs plans. Et c'est comme le corps humain. Le cœur fait son travail, l'estomac le sien, ainsi de suite. Il y a un paquet concernant l'histoire générale de la Guinée qu'il faut faire. Ça peut prendre un certain nombre d'années. Ça met en avant des expériences et des expertises et des dynamiques que la politique officielle se chargera de suivre. La commission vérité, justice, réconciliation, ça c'est un autre plan concernant le passif historique pour la résolution par le biais de la justice transactionnelle des conflits, des rancœurs, pour essayer d'apaiser la société guinéenne et de rendre justice d'une certaine manière. Maintenant, par rapport à cette question de justice, parce qu'il ne faut pas s'arrêter à seulement la commission vérité, justice, réconciliation, il y a la question de la justice pénale. La recommandation qui dit par rapport à certains faits majeurs, 28 septembre, 22 janvier, 12 août et tous les crimes qui ont été commis durant les périodes récentes, d'accélérer le processus judiciaire et leur instruction. Accélérer le processus judiciaire et leur instruction,
comment cela s'opère concrètement. On abordera ces questions tout à l'heure. Et c'est juste derrière cette pause. Et on va se retrouver avec Bahouri. Avec lui, nous abordons les 45 recommandations sorties des assises nationales tenues il y a quelque temps. Restez avec nous. On se retrouve derrière. Nous revenons en studio. Justement, on continue à parler de ces recommandations sorties des assises nationales. Bahouri est avec nous. Avec lui, justement, nous les épluchons, ou du moins nous en épluchons quelques-unes, et pourquoi pas, vers la fin de cette interview, d'autres sujets d'actualité. Mara, on va poursuivre cette interview avec vous. Il faudra activer le... Vous me permettrez peut-être de sortir un peu de cette sortie de route, puisque vous parlez d'actualité. Il y a cette question des délégations spéciales. Sauf erreur de ma part, il me semble que vous avez récemment écrit au Premier ministre. Vous lui avez adressé une lettre ouverte. Pour vous, il y a des solutions. Mais vous trouvez également qu'il y a une sorte de 2 poids 2 mesures dans la manière dont les mairies, les communes du pays sont gérées actuellement. Parce qu'il y a pas mal de délégations spéciales à côté de conseils communaux, entre guillemets, élus. Quelles sont les propositions que vous avez à faire concrètement au Premier ministre? Bon, parce que je considère que la réussite de la transition passe par une bonne gestion des élections communales. Et vous savez que on croit que ce sont les présidentielles qui constituent les enjeux fondamentaux. Or, la question de la décentralisation, les communes constituent le levier par lequel on peut réussir ou on peut échouer. C'est la raison pour laquelle cette note au Premier ministre, pour attirer son attention sur le fait qu'à la fin des mandats des mairies, il est extrêmement important d'avoir une bonne visibilité du processus politique qu'il faut mettre en place pour une bonne transition dans le cadre des élections communales. Parce que vous avez une période durant la transition où on ne peut pas élire de nouveaux conseillers communaux, il faut attendre les échéances. D'où la nécessité que cette période soit très bien gérée et que les modalités pratiques, les stratégies qui doivent être mises en œuvre, les missions qui seront dévolues aux délégations spéciales soient très claires pour ne pas que cela impacte négativement le processus politique pour les communales et pour le reste des élections à venir. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat? Faudrait-il aller tout simplement vers la dissolution de l'ensemble des communes du pays pour les ériger en délégation spéciale et comme ça remettre les compteurs à zéro pour tout le monde? Bon, ce serait... Mais d'abord, il faut se retrouver, se concerter. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé que le cadre de dialogue interguinéen, puisque c'est lui qui le préside, puisse être convoqué avec cette thématique spécifiquement comment gérer cette période intermédiaire entre la fin des mandats des conseillers communaux et les prochaines élections communales. Ça permettra dans la concertation de partager les idées, de fixer des principes et de savoir les délégations spéciales qui seront installées, quelles sont leurs missions, quelles sont leurs prérogatives et quelles sont leurs contraintes pour ne pas, disons... Pourquoi pas leur durée? Parce que légalement, leur durée ne devrait pas excéder 6 mois. Bon, parce que là, il y a la transition, c'est une situation exceptionnelle. On a besoin de gestionnaires des mairies, des communes, de la période de la fin des mandats aux prochaines élections communales. D'accord. Et ce sont ces délégations spéciales qui vont organiser les élections communales futures. Donc ceux qui sont à la tête de ces délégations spéciales ne doivent pas être des candidats. Alors, tout cela, il faut que ce soit acté pour que ça ne soit pas géré de manière, disons, à géométrie variable. Alors, monsieur Ba, on va revenir au sujet des assises, des 45 recommandations. Avant la pause, nous parlions de justice. On parlait de la réécriture, l'écriture de l'histoire guinéenne avec une démarche plutôt scientifique, débarrassée de subjectif autour de la procédure.
Mais en sortant de votre propos, vous avez évoqué la question de la justice pour un certain nombre de dossiers. Est-ce que vous supposez à ce niveau-là qu'il s'agisse de quelques-uns des dossiers qui devraient donc faire face donc exposés à la justice guinéenne? Et je pose la question des nouveaux cas qui arrivent. Il y a des violences qui sont plutôt récentes aujourd'hui. Quel traitement judiciaire est-ce qu'on devrait réserver à tout cela? Bon, par rapport aux questions judiciaires sur le plan pénal qui sont déjà instruites, par exemple, le procès du 28 septembre 2009 est déjà en cours. Des instructions par rapport aux crimes commis durant la période récente, les instructions ont déjà commencé. C'est le lieu de dire à tout le monde que les crimes commis durant la période des 10 dernières années, que les instructions judiciaires sont en mesure de collecter les plaintes des familles et des victimes. Et je pense qu'il faut le dire et le redire. Il avait été demandé aux victimes notamment de se présenter et de pouvoir faire des dépositions. Bien sûr, et il faut le répéter pour que les gens sachent que c'est ouvert, parce que s'il n'y a pas de plainte instruite, il va de soi, c'est comme s'il n'y a rien eu du tout. Il y a eu toute une série de crimes, que ce soit à Conakry, le long de l'Axe, que ce soit en Guinée forestière. Donc c'est une occasion pour toutes les familles des victimes d'être enregistrées, de porter plainte en bonne et due forme. Le problème est qu'il y a les premières plaintes, M. Ba. On sait, il y a eu une ouverture dans ce dossier qu'on appelle les crimes de sang contre M. Alpha Condé et d'autres cas, mais pour le moment, il n'y a aucune communication, on ne sait pas où on en est. Les enregistrements sont en cours. Les enregistrements sont en cours. Oui. Les enregistrements sont en cours. Et les auditions. Mais il y a eu aussi des crimes. Pas forcément dans le cadre de manifestations politiques, mais par exemple de manifestations pour l'électricité, je pense à Kolaboui, à la zone de Bouquet. Non, tout ce qui touche de violences communautaires. Parce qu'on a l'impression que dans ces accords politiques, on a l'impression qu'on ne tient compte que des violences, je dirais, intrapolitiques et pas des autres, alors que l'État guinéen, il faut le reconnaître, est souvent violent quand il s'agit de ces populations qui veulent se faire entendre. Justement par rapport à ça, par exemple, le jeune qui a été tué lors d'une manifestation à cause du délestage du courant à Hamdallah, les agents ont été incarcérés et celui qui est accusé d'être celui qui a tiré est au niveau de la justice. Je n'ai pas suivi en direct. Ibrahim Baldé, j'imagine. Mais le dossier est en cours. Cela veut dire qu'il y a des faits et des actes qui concourent à traduire devant les tribunaux les personnes, les agents des forces de l'ordre qui sont accusés. Le cas spécifique du 22 janvier 2007, à ma connaissance, jusque-là, il n'y a pas eu de plainte. Est-ce qu'on va demander de rouvrir ce dossier pour que ceux qui ont été victimes à l'époque puissent se présenter? Comment vous envisagez le traitement de ce dossier? Est-ce qu'il y a même eu un rapport? Parce qu'on rappelle qu'après, vous êtes vous-même devenu ministre de la Réconciliation nationale. Vous avez réglé des cas assez emblématiques. C'était le cas de ce professeur du côté de Koza. Mais est-ce qu'il y a eu d'abord des enquêtes spécifiques sur la journée du 22 janvier? Est-ce qu'on connaît le nombre des victimes qui paraissent pour beaucoup de Guinéens aussi élevés, peut-être voire plus élevés encore que la journée du 28 septembre? Est-ce qu'il y a eu d'abord un travail de fond là-dessus pour qu'aujourd'hui on puisse savoir s'il y a des plaintes dans ce cadre? Voilà. Je regrette par rapport au 22 janvier 2007, ministre de la Réconciliation un an plus tard, nous avons constaté des lacunes. La théorie n'a pas été suffisamment documentée. Il y a certes des vidéos qui existent, mais j'avoue qu'on manque de documentation précise puisqu'on était pratiquement surpris de la manière dont les choses sont passées. Maintenant, certainement, il y a des témoins, il y a des ordres, il y a des témoins qui existent. Peut-être l'action judiciaire pourrait permettre d'ouvrir le dossier et ce dossier pourrait ne pas être aussi bien structuré, documenté que celui du 28 septembre 2009. D'ailleurs, je dois vous dire, c'est l'expérience du 22 janvier 2007 qui nous a permis de mieux documenter les tueries du 28 septembre 2009. Parce que, en tant que ministre de la Réconciliation, j'ai constaté les failles
impossibilité d'avoir des éléments précis, d'où la nécessité, dans la foulée de la tuerie du 28 septembre 2009, la mise en place de structures pour documenter, archiver, noter les noms des victimes et contribuer à leur organisation. Mais est-ce qu'il est vrai qu'il y avait des militaires étrangers venant notamment de Guinée-Bissau ce jour-là au pont Mossodougou? De votre expérience du gouvernement, parce que cela s'est dit, nous étions sur la toile, cela s'est beaucoup dit, on a raconté partout que l'un des fils du général Conté avait fait appel aux forces, je crois, de Guinée-Bissau, dirigées à l'époque, je crois, par le général Nuno. Est-ce que c'est vrai quand même qu'il y avait des militaires Bissau-Guinée à Conakry ce jour-là? C'est une question qui mérite d'être posée et qui mérite d'être investiguée, comme on dit. Ça fait partie aussi de la nécessité de déclassifier des dossiers et des actes, que ce soit ici en Guinée ou ailleurs, et d'approfondir la recherche par rapport à ce qui s'est passé. Qui étaient ces personnes? Est-ce que ce n'était pas du fait de la férocité, de la barbarie, qu'on a dit que des Guinéens ne sont pas capables de faire ça à d'autres Guinéens, d'où nécessairement c'est des gens venus d'ailleurs qui peuvent être capables de faire ça. Donc c'est une manière, je pense, qu'il ne faut pas exclure pour dire qu'un Guinéen ne peut pas se permettre de faire, d'agir avec une telle barbarie sur d'autres, mitrailler des jeunes enfants et qui tombent comme des mouches sur l'asphalte. Ça, ce n'était jamais vu, mais ce jour-là... Les événements de 3 ans plus tard... Allez-y, Daouda Mohamed Kamara, sur ce sujet. Voilà, on revient juste à ces recommandations. L'autre aspect que vous relevez, c'est bien la réduction du nombre de partis politiques. Ça fait aussi partie des recommandations. Comment pensez-vous que cela peut être possible? Bon, vous savez, nous avons écouté de la société et des remontées ont été enregistrées. Et beaucoup de Guinéens estiment qu'il y a trop de partis politiques et le multipartisme a coïncidé avec un certain désordre institutionnel, la montée en puissance, disons, de l'esprit communautariste, etc. etc. Puisqu'en fait, avec la démocratie, le multipartisme, ce qu'on ne pouvait pas dire ressort et utilise des canaux politiques pour s'exprimer. D'où le fait que pour certains, multipartisme égale désordre, égale etc. Donc, mais il y a une autre recommandation qui dit veiller à appliquer la charte des partis politiques et à le réviser. La révision de la charte des partis politiques permet de réguler le fonctionnement politique du pays. 200 partis, c'est ingérable. Mais administrativement, quelle est la démarche qu'il faut faire? C'est pas à moi de dire ce que j'en pense, mais vous savez, c'est à la collectivité. Mais vous, en tant que... Vous n'êtes pas que politique. Si je puis me le permettre, votre parcours vous prête quand même un ensemble de capacités pour lesquelles on dirait, on veut entendre votre avis sur ce sujet-là. Finalement, concrètement, comment on fait adhérer les Guinéens à une telle idée? Parce que pour moi, c'est le plus compliqué. Ouais. Comment faire passer, entre guillemets, cette couleuvre-là sans qu'on y regarde à une démarche, encore une fois, d'exclusion d'un certain nombre? Non, je pense qu'il faut exclure une démarche d'exclusion. C'est un processus qu'il faut engager et qui permettrait de faire en sorte que les partis qui ont les mêmes sensibilités puissent converger. D'accord. Et non pas qu'il y ait plusieurs chapitres. Donc des groupes idéologiques. Des groupes d'idées, des groupes d'intérêts communs. Et cela, des grandes gueules. Cela peut passer par, disons, des élections transparentes, crédibles. Vous savez, lorsque vous êtes dans une localité, vous voulez gérer la mairie, mais vous vous entendez avec d'autres qui peuvent avoir des sensibilités proches pour avoir plus de force et pour pouvoir gagner. Si le processus politique et électoral est transparent, crédible et honnête, naturellement, il y aura un faisceau de convergence entre des blocs politiques et qui va contribuer
à harmoniser, à diminuer la floraison des partis politiques. Ça, c'est un. Deuxièmement, je dois dire, l'exemple du Nigeria aujourd'hui est illustratif. Ils ont opté pour le bipartisme pendant longtemps, croyant que c'était suffisant. Et ça a été pris comme exemple ici pour dire il faut 2 partis politiques. Heureusement qu'on n'était pas allé dans ce sillage. Aujourd'hui, dans la réalité, les Nigérians se rendent compte que leur bipartisme est essoufflé et il faut nécessairement des bouffées d'oxygène, d'où l'émergence d'une 3e force avec le Parti travailliste qui est en train de compliquer le jeu actuel. Donc, et autrement, les partis sont nécessaires dans une société. La stabilité d'un pays passe par l'existence de partis structurés forts. Ça, c'est M. Issoufou qui le dit de par son expérience. Le Mali a sombré avec l'effondrement de l'ADEMA. Le Burkina a sombré avec l'entêtement de M. Compaoré à rester et à amener son parti à être disloqué et à s'émietter. Et la stabilité du Niger dans le contexte trouble de la région et le fait que le PNDS est structuré et contribue à unifier l'ensemble du territoire national. Le parti politique est une nécessité pour qu'il y ait une stabilité institutionnelle et une stabilité politique. En tout cas, on espère justement que, au moins que ces recommandations aient le mérite de poser le débat, que ces sujets soient mis en discussion au moment où la Guinée est en train d'aller vers une nouvelle constitution. Merci, Monsieur Bahouri, d'avoir accepté de prendre la parole chez nous ce matin. On aurait aimé nous étendre davantage sur ces sujets-là et pourquoi pas sur d'autres, mais nous avons encore l'obligation de prendre un autre invité. Merci tout de même d'avoir été des nôtres depuis un certain moment. Je vous remercie. Parfait, et à très bientôt. Les grandes gueules, nous poursuivons dans un instant Dr Faya Milimouna. Avec lui, nous aborderons les modalités et toutes ces questions qui entourent la construction de la nouvelle constitution. C'est maintenant.